Bonjour les retailers, bienvenue dans cet épisode qui décortique les défis du commerce du détail en France. Saviez-vous que la gestion des stocks représente en moyenne 25 à 30% des coûts opérationnels d'un commerce en France et que près de 40% de ruptures de stock sont dues à une mauvaise gestion d'inventaire? C'est quand même colossal. Dans cet épisode, on s'attaque à une question qui taraude de nombreux entrepreneurs: externaliser ou internaliser la gestion de son stock. Face à la complexité croissante du retail avec l'explosion du e-commerce et l'omnicanalité, trouver la solution idéale pour maîtriser ses stocks est devenu plus crucial que jamais. On va peser le pour et le contre de chaque option, analyser les impacts sur vos coûts, votre efficacité et même votre satisfaction client. Préparez-vous à démêler le vrai du faux et faire le meilleur choix pour votre business. Et aujourd'hui, qui d'autre que le magicien de l'inventaire en France, Benjamin Le Riche? Je suis tellement heureux de t'avoir encore une fois pour en discuter. Benjamin, comment tu vas? Merci Ivan, merci pour l'invitation. Et non, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur ce genre de sujet qui est extrêmement sensible et important à l'heure actuelle. Écoute, on va aller sur le sujet de manière détaillée. Et j'ai un plan parce que j'aimerais vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer clairement cette différence qu'il y a entre l'externalisation et l'internalisation de la gestion de stock? Parce qu'il y a tout le monde qui utilise ces mots, mais comme ils veulent. Allez, vas-y, dis-moi. Alors, la différence entre les deux. Donc, pour faire très court, l'externalisation, en quelques mots, en fait, c'est lorsque tu fais appel à des organisations qui sont extérieures et non affiliées à ton entreprise pour réaliser des tâches spécifiques, tout simplement. L'internalisation, en revanche, ça va être plus une pratique commerciale qui est réalisée au sein de l'infrastructure en fait opérationnelle de l'organisation. Donc en fait, toutes les tâches administratives en fait sont gérées en interne. C'est juste ça en fait la différence entre les deux. Donc c'est pas si compliqué que ça. Et tout simplement, lorsqu'en général on fait appel à l'externalisation, et c'est ça aussi qui fait la différence, c'est qu'on s'adresse toujours à des prestataires externes, mais qui vont être spécialisés dans un domaine. Hmm, ok, mais alors, d'après toi, donc, avec ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les principales raisons qui poussent les entreprises soit à externaliser ou soit à internaliser leur gestion de stock? Comme ils prennent les décisions maintenant? Alors, en fait, c'est vraiment variable en fonction des différentes entités, de leur structure, de leur écosystème, de leur fonctionnement. Parce que forcément, on a beau être retailer ou distributeur, on n'a pas tous les mêmes objectifs, les mêmes contraintes, les mêmes problématiques et les mêmes attentes. Donc, c'est pour ça que là-dessus, on va dire que ça soit de l'externalisation ou de l'internalisation, il n'y a pas une manière spécifique qui est meilleure que l'autre. C'est que tout simplement, ces deux systèmes peuvent s'adapter vraiment de manière assez précise à la typologie de ton entreprise. D'accord? Donc, pour te dire, par exemple, une entreprise, quelles vont être les principales raisons pour qu'elle choisisse d'externaliser? La première chose, ça va être réduire les risques pour les salariés. D'accord? Mm. Parce que, en fait, l'externalisation évite d'exposer les employés en fait, à certains risques, notamment tu sais, quand tu as le respect des obligations légales, etc. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'une des raisons forcément primordiales qui font qu'une entreprise va externaliser, c'est qu'en fait, ils préfèrent concentrer les effectifs, donc leurs équipes, sur des activités à forte valeur ajoutée. Mm. OK? Ensuite, un autre point, bien entendu, ça va être un gain de temps qui va te permettre d'avoir une augmentation de la compétitivité et de la productivité. Donc tout ça, c'est ce que te permet l'externalisation. D'accord? Tu réduis tes frais de personnel. Donc c'est pour ça que l'externalisation, comme on est sur des moments bien spécifiques et bien donnés, ça t'évite d'avoir justement tout ce process de recrutement, etc. Tu peux avoir une paix sociale, parce que alors là, je vais te donner un exemple précis. C'est justement l'occurrence quand je vendais des prestations d'inventaire externalisées auprès de la GMS. Et en fait, auprès de la GMS, donc la GSA, au niveau, donc par exemple, c'est un intermarché, hein, Mm. et si tu veux, il avait l'habitude de faire lui-même son inventaire, donc de manière annuelle, avec toutes ses équipes. Sauf que au niveau de la périodicité de cet inventaire, c'est jamais une partie de plaisir parce que l'inventaire arrive en fin d'année. Donc Mm. c'est juste après les fêtes, le 2 Mm. janvier ou le 3 janvier. Donc qu'est-ce qui se passait? C'est que de manière générale, il a pu se rendre compte que tout simplement ces équipes
bah, c'était jamais une partie de plaisir de faire l'inventaire. Donc, résultat, quelquefois, ils avaient tendance à faire l'inventaire, mais n'importe comment. Donc, c'est la raison pour laquelle il a décidé pour, entre guillemets, déjà de une, avoir une paix sociale, mais aussi avoir une fiabilité de ses stocks, parce que lorsque l'inventaire est fait par ses propres équipes, mais que les équipes n'en ont rien à faire, autant ne pas faire d'inventaire. D'accord? Mm. Donc ça, c'est forcément un point très important et qu'on ne met pas assez en avant, mais très souvent, en fait, c'est aussi pour avoir une paix sociale au niveau des équipes que les structures préfèrent externaliser. Et enfin, avoir, en fait, alors, ne pas avoir d'impact sur le chiffre d'affaires. Parce que comme je Mm. t'ai dit, souvent, les entreprises qui vont faire elles-mêmes leur inventaire, et par exemple qui vont faire leur inventaire annuel, qui prend donc un certain temps, elles sont obligées de fermer leur magasin pour le jour de l'inventaire, si ce n'est deux de temps en temps. Donc forcément, ils ont un impact aussi sur le chiffre d'affaires. D'accord? Et enfin, la dernière chose qui favorise l'externalisation, c'est que ça permet en fait à une structure, enfin du moins à une entreprise, d'avoir accès à des compétences nouvelles qui sont apportées par le prestataire. Mm. Parce que comme tu sais, on ne peut pas être spécialisé partout. Souvent, quelquefois, on va être bon partout, mais sur certains sujets, c'est bien d'avoir justement vraiment un background et une réelle expertise là-dessus, notamment sur la gestion des stocks. Donc ça, c'est vraiment, je t'ai montré uniquement les points qui font, enfin les principales raisons qui font qu'une entreprise va décider d'externaliser. D'accord? Mm. À l'inverse, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va choisir d'internaliser? Première chose, automatiquement, c'est pour garder la main en interne, pour ne pas dépendre d'un sous-traitant. Parce que c'est là où, en fait, c'est juste un bon calcul à trouver, parce que quand tu es dépendant d'un prestataire externe qui t'apporte une expertise, le problème, c'est que comme tu mets toute ton expertise chez le prestataire, toi, tu ne développes pas justement cette compétence. Donc, il y a un côté où tu deviens directement un peu dépendant du prestataire. Tu comprends? Tandis qu'à l'inverse, et donc c'est d'ailleurs l'une des raisons majeures qui font que beaucoup d'entreprises qui choisissent d'internaliser, c'est la première chose, c'est pour garder la main en interne sur tout. D'accord? La deuxième chose, bien entendu, ça va être un meilleur contrôle sur la gestion des flux, par exemple. D'accord? Parce que forcément, quand tu confies ce genre de choses à l'externe, il y a à certains moments, tu n'as pas une visibilité sur la totalité. OK? Tu préserves aussi l'expertise, parce que comme je te l'ai dit, le fait d'être en interne, tu es obligé de développer des compétences, parce que tu ne fais pas appel à un prestataire. Donc, l'avantage en interne, c'est que tu vas développer des compétences bien spécifiques que tu n'aurais pas fait si tu externalisais. D'accord? Mm. Et bien entendu, une réduction des coûts de la sous-traitance, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'externalisation, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, c'est vraiment, je dis toujours, c'est une solution qui est très très pertinente sur du court terme ou du moyen terme. Mais sur du long terme, ça peut devenir, en termes de coûts, forcément, quand tu le fais en interne par rapport à l'externalisation, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, j'ai eu certains cas de figure, parce qu'on sait tous à l'heure actuelle que dans le retail ou la distribution, ce n'est pas la panacée, hein, en termes d'activité, etc. Et bien en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des structures qui avaient l'habitude, comme je t'ai dit, de passer par l'externalisation, par exemple pour avoir la paix sociale auprès de ses équipes, alors que ça lui coûtait très cher. Sauf que pour une question de coût, ne peuvent plus externaliser parce que ça coûte trop cher. Et comme je te l'ai dit, là, à l'heure actuelle, tu as une explosion en fait des coûts. Donc on sait que chaque année, tu as une augmentation tarifaire. Et au bout d'un moment, sur la longueur, parce que comme je t'ai dit, ça coûte quand même un bras, bah, automatiquement, bah, il y a beaucoup de structures qui se remettent en question en disant, c'est pas que je ne veux pas poursuivre sur l'externalisation, mais c'est que je ne peux plus. Mm. Le nerf de la guerre, ça reste l'argent, bien entendu, comme tu peux t'en douter. Donc voilà, ça Benjamin, c'est vraiment les phases principales, enfin les raisons principales. oui, j'ai entendu, donc j'ai entendu, en fait, j'ai lu sur le concept que, par exemple, il y a des grosses différences de stratégie si on compare les États-Unis avec la France, par exemple. Aux États-Unis, il va y avoir beaucoup plus d'internalisation qu'en France. Maintenant, ma question est, mais comment ils font? C'est-à-dire, comment en général une entreprise peut-elle mettre en place une gestion de stock internalisée, efficace? Quels sont les outils, les compétences et pourquoi les Américains sont en train de faire ça alors qu'en France, on ne fait pas ça? Bah, en fait, tout simplement, alors première chose, comme tu dis, il faut comparer ce qui est comparable. Ça se saurait si on pouvait se comparer aux Américains, ou même ne serait-ce que même à l'Asie, ou même à l'Afrique, ou ce genre de continent. On a tous nos spécificités propres.
Et oublions pas une chose, c'est que tu ne changes pas les mentalités comme ça du jour au lendemain. Même si Mm. il y a certaines choses qui font qu'il y a une évolution, prenons l'exemple par exemple des technologies, automatiquement, on sait qu'il y a certains pays qui vont être un peu plus précurseurs, et à l'inverse, il y en a qui seront peut-être un peu plus retardataires. D'accord? Mm. Maintenant, pour autant, c'est aussi une question d'approche. Et si on prend, comme tu dis, ce qui se passe par exemple aux États-Unis, on l'a, alors on va prendre juste l'exemple de la France, on ne l'a pas automatiquement en France. Pourquoi? Parce qu'aussi en France, tu as une législation. Tu as une législation qui t'impose certaines choses. Et en l'occurrence, sur le sujet de l'inventaire, quand tu es commerçant, tu as l'obligation de faire un inventaire fiscal annuel, une fois dans Mm. l'année. Tandis qu'à l'inverse, sauf erreur de ma part, il me semble qu'aux États-Unis, eux, ils vont être plus sur le principe des inventaires tournants. Ou Mm. de temps en temps aussi du self-scan. Mais tu vois, aux États-Unis, ils vont être moins ouverts à la prestation externalisée. Ils vont plus développer en interne beaucoup d'outils pour toujours garder la main en interne. À l'inverse, je te dis, en Europe, il y avait ce côté où de déplacer un petit peu les problématiques pour les confier à un prestataire pour pouvoir être focus sur d'autres sujets. D'accord. Inventaire tournant, tu peux m'en dire plus, comme ça j'arrive à bien cadrer Alors, en le fait, il challenge. y a inventaire tournant et inventaire tournant. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, un inventaire tournant, tu as différents types d'inventaire tournant. Parce qu'il y en a qui vont appeler ça des inventaires permanents, des inventaires sporadiques, etc. Donc, c'est vraiment variable. La seule différence, et c'est ce qui va l'opposer en fait à l'inventaire annuel, c'est que l'inventaire annuel, tu fais un inventaire une fois dans l'année, tu comptes tout. L'inventaire tournant, l'avantage, c'est que tu vas tout compter, mais sur l'année. Et surtout, l'avantage de l'inventaire tournant, c'est que tu as une récurrence beaucoup plus importante du comptage. Parce qu'on sait tous qu'au niveau, quand tu fais un comptage, quand tu fais un inventaire, si tu n'as pas un minimum de suivi sur cet inventaire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une érosion des stocks qui va être très rapide. Donc c'est pour ça que l'inventaire tournant est la solution à ce niveau-là, parce qu'elle permet de tout compter, mais surtout de compter ce qui compte. Parce qu'on dit toujours, tu sais, au niveau du référencement que tu vas avoir, malgré toutes les références qui existent sur un référentiel article, chaque référence n'a pas la même importance par rapport à ton chiffre d'affaires, par rapport à ta demande, etc., par rapport à la rotation du produit, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle l'avantage de l'inventaire tournant, mais attention, parce que comme je t'ai dit, il y a inventaire tournant et inventaire tournant, c'est que pour faire un bon inventaire tournant, pour qu'il soit percutant et pertinent, il faut déjà que tu aies les bons outils. Mm. Première chose. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu fais un inventaire tournant, donc tu es obligé d'avoir ton scanner, ton propre scanner, et ensuite, tu dois savoir Mm. quelle référence tu dois inventorier en priorité. Parce qu'on sait tous que chaque référence, comme je t'ai dit, a sa propre importance relative, mais entre eux, n'ont pas la même importance. Donc, Mm. c'est d'où l'importance d'essayer de catégoriser ces types de produits. Alors, la manière la plus abrupte, on va dire, c'est la loi de Pareto. Mais en fait, si tu rentres un peu plus dans le sujet, parce que tu sais, la loi de Pareto, c'est juste les 20-80, où tu as 20% de ton Mm. référencement qui fait 80% de ton chiffre d'affaires. Mais c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'il faut rentrer un peu plus dans le détail. Et donc, c'est pour ça qu'en général, tu as maintenant des applicatifs qui te permettent, avec l'intelligence artificielle, de savoir en fonction des ventes, des promotions, des typologies de magasins, enfin de différents facteurs, de catégoriser tes produits par importance relative. Et en fait, tu vas avoir du AA, tu vas avoir du AB, tu vas avoir du B, du BB. Et en fait, tout dépend. C'est-à-dire que tu peux vraiment apporter justement à chaque référence une spécificité qui lui est propre et qui va te permettre de savoir, quand tu vas réaliser ton inventage, enfin ton inventaire et ton comptage, s'il y a lieu d'inventorier plusieurs fois cette référence ou à l'inverse, quasiment pas. Parce que à l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, si on prend un peu de recul, c'est que c'est une hérésie en fait de tout compter à l'heure actuelle. Ça sert à rien parce qu'on sait tous que dans un stock, enfin sur une base article, toutes les références ne vont pas avoir la même rotation, n'aura pas la même importance, etc. Donc c'est pour ça que là-dessus, quand on sait que cet exercice prend énormément de temps, malheureusement la législation française fait que on vous impose de le faire, mais on se rend compte que maintenant de plus en plus alors, on va dire un peu plus spécifique au niveau du retail, mais qu'on a de plus en plus de commissaires aux comptes qui valident les inventaires tournants pour ne plus Ah faire bon? d'inventaire annuel. Oui. Alors après, attention, hein, ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement que le commissaire aux comptes ait la preuve que toutes les références importantes ont bien été comptées sur l'année.
Et après, c'est une histoire de stats. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est une hérésie de tout compter. Mais lui, s'il considère qu'avec les inventaires tournants, tu es à 90% de ton stock, qui va générer 99,9% de ton chiffre d'affaires, il va considérer que tu n'as plus besoin de faire d'inventaire en fait annuel. Tu comprends? Mhm. C'est ça en fait qui va être intéressant. Donc oui, l'inventaire tournant, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Malheureusement, c'est que c'est pas si facile à mettre en place. C'est-à-dire que si tu n'as pas les bons outils pour le mettre en place, et si tu n'as pas la volonté de changer aussi les habitudes, parce que c'est ça aussi, hein, c'est-à-dire que forcément, tu changes de ton organisation habituelle. Quand tu étais habitué à faire un inventaire par an, c'est plus la même chose que de faire des inventaires quasiment tous les jours, ou du moins toutes les semaines. Tu vois? Donc, s'il y a aussi une difficulté majeure qui est très importante là-dessus, c'est que pour que des inventaires tournants fonctionnent, il faut qu'au niveau de la planification de ces inventaires, ça puisse être très intuitif et très rapide. D'accord. Mais en échange, en fait, tu n'es pas en train de bloquer tes gens pour faire un inventaire pendant une semaine ou quelques jours. Ça va être que du petit. Et comme tu l'as dit, en fait, cette idée, elle me plaît assez bien. C'est-à-dire que si tu as un logiciel qui te permet de te dire qu'est-ce qui doit être compté au lieu de compter tout, bah, c'est plus efficient, en fait. Tu n'es pas en C'est train c'est- c'est- d'utiliser ton temps. c'est exactement ça. Et c'est ça aussi qui est intéressant à l'heure actuelle. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas aller contre l'évolution de la société à l'heure actuelle. Et on se rend bien compte que notre futur, ça va être quoi? Bah, ça va être tout ce qui est les nouvelles technologies. D'ailleurs, on le voit bien à l'heure actuelle. Rappelle-toi la petite histoire que je t'avais racontée à notre podcast précédent sur les téléphones portables, les téléphones Euh, Android. On sait que tout est en évolution. Et là, à l'heure actuelle, on sait que la RFID va arriver. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller contre cette évolution, malheureusement. Il y a des gens qui vont essayer. Donc, sur du court terme, ça va marcher. Mais tôt ou tard, ils n'auront pas le choix que de s'y mettre. Ça, c'est la première chose. D'accord? La deuxième chose qu'il faut savoir par rapport à ces technologies, c'est que, je dis toujours, ça peut faire peur pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Mais si justement tu arrives à utiliser la technologie pour te faciliter la vie, pour gagner du temps, là, c'est plus du tout la même chose. Là, c'est très pertinent. Moi, je dis toujours, il ne faut pas remplacer absolument l'humain par la technologie. En revanche, si la technologie te permet de optimiser l'efficacité de l'humain, ah bah là, il faut y aller. D'accord. Mais Benjamin, concrètement, est-ce que c'est vraiment difficile avec ces nouveaux logiciels de les mettre en place? Ou est-ce Non, c'est qu'il que. s'agit juste de Alors, s'adapter à une nouvelle façon de faire les choses? non, alors après, j'ai envie de te dire, tout va dépendre du prestataire ou du consultant, en fait, déjà de une. Parce qu'on sait tous qu'on n'a pas tous la même expertise. Nous, par exemple, on va prendre l'exemple d'Altavant, mais nous, on a vraiment une expertise sur le retail. Donc, on connaît vraiment les problématiques inhérentes sur le terrain qui se passent, si tu veux. Parce que souvent, je vais te donner quelque chose qui est assez péjoratif, mais malheureusement, c'est une vérité. C'est qu'il y a beaucoup de choses, des process qui sont mis en place et qui, par exemple, dans une entreprise de retail, mais qui va être mise en place en fait au niveau du siège et qui va être déployée sur le terrain. Sauf que on se rend compte, alors même si je dis il y a un côté un peu caricatural, mais très souvent ces process qu'ils mettent en place ne sont pas du tout pertinents sur le terrain. C'est-à-dire que souvent, soit ça prend trop de temps, soit c'est trop chronophage, c'est-à-dire que sur le papier, c'est très intéressant, mais dans la Mm. réalité des faits, c'est pas faisable. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, il n'y aura pas d'adhésion par rapport à ce nouveau process, par rapport aux gens du terrain. Donc, s'il n'y a pas d'adhésion, et notamment sur l'inventaire tournant, où il faut une assiduité pour que ça soit valable, parce que l'inventaire tournant, c'est pas juste d'en faire un de temps en temps, c'est non, il y a une planification avec des références bien précises à inventorier jour par jour. Si vous ne le faites pas régulièrement, vous ne pourrez jamais mettre en place ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de choses à prendre en compte. C'est-à-dire que forcément, et d'ailleurs je dis toujours, tu sais, quand les entreprises choisissent d'externaliser, alors d'ailleurs on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais comment on choisit en fait un bon prestataire? Il y a des Ouais. choses en fait à vérifier. C'est-à-dire que c'est pas juste aller sur Internet et tomber sur le premier venu et se dire tiens, bah, ça pourrait être intéressant, j'ai envie d'essayer. Donc c'est pour ça que là-dessus, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a vraiment Ouais. plein de choses à prendre en compte. Je comprends maintenant pour l'externalisation. Est-ce que il y a il doit y avoir des problèmes parce que l'externalisation, ça veut dire avoir des gens d'une autre compagnie qui vont rentrer chez moi. Et moi, j'ai un Exactement. style, j'ai une façon de faire les choses. Et puis, il y a des gars qui viennent. Et puis, mais ils vont toucher mes affaires. En bref, est-ce qu'il y a
comment, une façon de bien choisir son prestataire logistique et qu'est-ce que tu dois prendre en compte, Benjamin, pour qu'on ne fasse pas l'erreur d'avoir la mauvaise personne à l'intérieur de notre entreprise? Alors, forcément, derrière, tout va se baser sur comment tu vas choisir ton prestataire Mm, automatiquement. Parce que tu ne peux pas te permettre de prendre n'importe qui, étant donné que logiquement, ce prestataire aura accès à certaines données de ton entreprise. Donc, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. mm, D'accord? Donc, d'abord, on va dire, dans un premier temps, euh, il faut connaître, on va dire, tous les avantages et les inconvénients de l'externalisation. OK? Donc, comme on a dit d'abord, si on parle vraiment sur l'externalisation, c'est ce qu'on disait. Le défaut que tu vas avoir sur l'externalisation, donc comme je t'ai dit, la première chose, automatiquement, ça va être la perte de confidentialité. D'accord? Donc ça, c'est une évidence, ça sera le premier point. Ensuite, tu vas avoir une perte d'autonomie parce que tu vas donner des activités que toi, tu ne prendras plus en charge parce qu'elles seront confiées aux prestataires. D'accord? Troisième chose, la fuite des compétences et de l'expertise. C'est exactement, on revient sur ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que le défaut d'externaliser, c'est que comme tu ne traites plus un sujet, tu ne vas pas chercher, entre guillemets, à te développer sur ce sujet, parce qu'il est confié à un prestataire. Donc toi, tu vas te mettre sur d'autres tâches. Mais donc, ouais. résultat, tu perds une expertise petit à Mm, petit, à force de passer par un prestataire externe. Tu es d'accord? Et donc, bien entendu, la chose la plus bête, c'est que tu crées une forme de dépendance par rapport à ton prestataire. Donc, à la fin, tu risques d'être lié, point lié en fait avec lui. Donc, si en plus tu as un souci avec le prestataire, toi, tu as peu de moyens de te retourner parce que comme tu as confié la gestion de tel sujet, de telle problématique à un prestataire, si tu as un problème avec le prestataire, ça risque d'être compliqué. mm. D'accord? Et enfin, bien entendu, le dernier inconvénient aussi que tu peux avoir sur l'externalisation, c'est les coûts cachés. Parce que même si on te donne un prix, tu as toujours des coûts cachés derrière après, sur une Un exemple? externalisation. Alors, pour te donner un exemple, par exemple, si tu fais une estimation sur une campagne d'inventaire, c'est une société qui souhaite externaliser l'intégralité de son parc de magasins. Si, par exemple, il se rend compte qu'il y a plus de magasins qu'il ne fallait, ou il y a plus de stock, ou il y a moins de stock dans les magasins, alors que ce qui est prévu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, par exemple, un prestataire spécialisé dans les inventaires, externalisé, va intervenir dans une entreprise, il faut que lui prenne un minimum de risque automatiquement. Donc lui, il faut qu'il ait une idée précise des stocks qu'il a inventoriés pour pouvoir Mm, calibrer ses équipes en ouais. bonne quantité pour réaliser l'inventaire dans le temps imparti. Pour l'avoir vu en l'occurrence dans mes expériences précédentes, c'est loin d'être le cas. Et très souvent, c'est ça qui est fou, c'est que les gens n'ont pas une idée précise du stock à inventorier. Ils vont avoir une idée à la louche. Et Mm, sauf que toi, quand tu inventories et que tu as des cadences à mettre en place par rapport aux inventoristes qui vont venir, tu as besoin d'avoir une précision au niveau des informations. Donc c'est pour ça que je te dis au niveau des coûts cachés, tu peux en avoir assez vite. Parce que bah, à un moment, le prestataire va dire bah, vous êtes gentil, moi je me suis déplacé pour telle quantité. Bah, au final, il y a moins que prévu. Moi j'ai surstaffé, donc bah, vous allez me payer le surplus. aïe. Tu vois? Mais bah, après, c'est une normalité. C'est normal dans un sens. Non? T'es pas Mm. d'accord? Ah ouais, Donc, ah ouais. donc là, c'était pour te donner un exemple. Vraiment, que oui, tu peux avoir des coûts cachés. Mm, D'accord? Maintenant, vraiment, le pavé le plus important quand tu externalises, c'est que tu es dépendant d'un tiers. mm, Donc, c'est bien à certains moments, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est un juste milieu à trouver. D'accord? mm. À l'inverse, une internalisation. OK? Donc, on a dit, forcément, tu as la main mise sur le contrôle, etc. L'inconvénient, pour que l'internalisation fonctionne, il faut que tu aies une organisation qui soit optimale. Optimale, comme je te l'ai dit. D'où la nécessité d'avoir un bon écosystème et des bons scanners, enfin, toi, une bonne technologie pour pouvoir Mm, t'aider là-dedans. Parce que si tu n'as pas les bons outils pour mettre en place cette organisation, tu vas droit dans le mur. mm, OK? Et donc, forcément, pourquoi on sait que le fait d'internaliser, c'est pas si simple que ça? Parce que ça implique un encadrement des équipes, une formation des équipes, une veille des équipes. Il faut que tu aies des ressources compétentes. Tu vois? Donc ça demande beaucoup de choses en fait. D'ailleurs, c'est le propre de chaque entreprise. Quand tu veux développer un pôle en interne, bah, ça va prendre du temps.
Ça va prendre du temps, ça demande de l'énergie. C'est aussi la raison pour laquelle, souvent, les gens, enfin, du moins, un peu moins à l'heure actuelle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, mais par le passé, c'était la solution de facilité d'externaliser. Comme ça, hop, c'est un sujet en moins. Mais Ouais. attention, parce que là, à l'heure actuelle, de par ce qu'on a déjà dit et évoqué, l'évolution de la gestion des stocks à l'heure actuelle, on sait que l'externalisation va de plus en plus se développer, mais que sur un point, le SaaS, le logiciel SaaS. Mm. Voilà. Ça va se développer énormément. Ça, on sait que dans le futur, ça va énormément se développer parce que tout le monde ne peut pas avoir la même expertise. Donc, l'avantage, quand justement, si tu passes par des SaaS, ça te permet d'avoir des applicatifs que tu vas interfacer avec ton propre ERP, mais pour avoir justement la spécificité sur un sujet, et notamment, par exemple, sur le sujet inventaire. Tu vois? Donc ça, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. En revanche, ce que j'appelle le full outsource, notamment au niveau des inventaires, on en aura de moins en moins. On en aura toujours besoin, parce que ça, c'est une évidence. Il y en aura toujours besoin, notamment, tu sais, quand tu as la vente d'une franchise ou tu as la reprise d'une franchise par un tiers, ou etc. On sait qu'en général, c'est toujours bien de faire intervenir un tiers pour qu'il y ait une objectivité par rapport à la vente, etc. OK? Mais on sait que dans le futur, il y aura de moins en moins d'externalisation. Alors, il y aura certains domaines d'activité où il y en aura toujours, parce qu'il y a trop de besoins. Par exemple, dans la GMS, les volumes sont tellement grands qu'en fait, ils n'ont pas le choix pour l'instant de continuer à passer par l'externalisation. Et d'ailleurs, concernant l'inventaire tournant, il y a des choses qui commencent à se développer, mais ce n'est pas simple, parce qu'il y a tellement de quantités que si c'est pour faire un inventaire tournant et que ça monopolise H24 en fait une personne, c'est pas la peine. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que dans l'avenir, donc à moyen terme, à long terme, les entreprises vont de plus en plus reprendre la main sur leur organisation et sur leur fonctionnement en interne pour minimiser l'externalisation. D'où le J'a- fait avec les inventaires tournants. J'avais compris qu'il était possible de... Ouais. T'as pas besoin de changer de l'un de l'un à l'autre d'un seul coup, que tu pouvais le faire en phase. Il pouvait y avoir une transition entre l'externalisation pour aller vers l'internalisation. C'est Mhm. possible. Et puis, Mhm. quoi d'autre est-ce qu'on devrait prendre en compte pour que la transition soit en douceur? Oui, tout à fait. Alors, en fait, tu as donc les deux cas de figure, mais oui, comme tu as dit, je pense que le plus intéressant, ça va être surtout les entreprises qui externalisent et qui souhaitent reprendre la main en interne. Hmm. Alors, forcément, ça va pas être une partie de plaisir, dans le sens où ça va demander quand même beaucoup de choses. Tu sais, pour mettre en place une gestion des stocks internalisée, efficace, il y a différentes choses à prendre en compte. D'accord? Donc, forcément, la première chose, ça va être l'évaluation de la situation. Donc, c'est pour ça que c'est pas des choses qui se font aussi facilement. Donc, quand je te dis évaluation de la situation, c'est des choses qui sont assez larges. Première chose, la situation du stock. Donc, s'il y a des problèmes, en rechercher les causes. Deuxième chose, il faut que tu aies une mise en place d'indicateurs à surveiller, comme le taux de rupture de stock, d'accord? C'est le rapport entre les demandes non satisfaites, d'accord? Le taux de rupture de stock, rapport entre les demandes non satisfaites et les demandes, d'accord? Donc, et les demandes totales. Donc, forcément, il faut que ce taux soit le plus bas possible, ok? Après, tu peux avoir les taux de service. Le taux de service, ça va être plutôt le rapport entre le nombre de ventes totales Ouais. réalisées sur le stock total. Donc, toi, c'est tout l'inverse du taux de rupture. Après, tu peux avoir le taux de rotation. Donc, toi, ce genre de choses, c'est des choses en fait à prendre en compte. Automatiquement, tu n'as pas le choix. D'accord? Parce que, on le répète, c'est très bien internalisé, mais ça exige une très grande organisation. D'où l'importance, quand on veut, de céder, de prestataires externes qui peuvent vous accompagner sur certaines problématiques. Parce que forcément, quand on veut tout internaliser, on ne peut pas s'occuper de tout, ça c'est une évidence. Ouais. Donc, il faudra mettre l'accent sur certaines choses. Et je le répète, l'avantage, en fait, quand on passe par l'externalisation avec du SaaS, par exemple, c'est que tu n'as pas la même dépendance qu'une externalisation en full outsource. D'accord? Parce que tout simplement, là, on met juste un logiciel ou un applicatif à disposition pour l'entreprise. D'accord?
qui en a besoin. Mais c'est elle qui a la main, en fait, sur tous ses stocks, sur ce qu'elle fait. C'est que nous, en fait, on leur apporte juste une compétence supplémentaire pour avoir plus de visibilité et de facilité pour gérer leur stock. Mm. Tu vois, chez Altavant, on le répète, hein, nous, on va utiliser vraiment la technologie pour justement améliorer en fait ce que j'appelle la vie. En fait, c'est tout simplement, c'est pour que gagner du temps. Je dis Mm. toujours, si la technologie n'est pas créée pour te faciliter la vie, ça sert à rien. Ouais. On sera plus à ce niveau-là. D'accord? Mm. Donc, pour moi, ça va être primordial. Mais oui, automatiquement, il faut aussi mettre en place, comme je t'ai dit, quand tu veux faire en interne, il faut que tu mettes aussi en place un plan de formation. Parce que les équipes, il ne faut pas oublier une chose, elles sont habituées en fait à faire quelque chose. Et on sait tous, alors je ne sais pas si c'est le cas partout, mais en tout cas en France, on sait que la gestion du changement, c'est très compliqué. Mm. C'est très compliqué. Je pense que c'est quelque chose qui est inhérent partout. Mais pour autant, en France, ça l'est particulièrement. Tu vois. Donc, résultat, c'est facile. C'est pas si compliqué que ça sur le papier de mettre en place une organisation en interne. Mais après, en fait, il faut juste avoir les bonnes personnes, les bons moyens et la bonne technologie. Et si vous le Mm. faites, là, ça sera beaucoup plus facile. Et de toute manière, en plus, comme je te l'ai dit, il y a une évolution inévitable qui va dans ce sens-là. Mm. Tu as mentionné plusieurs fois la bonne technologie et tu as mentionné aussi le fait, tu as donné cet exemple de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour savoir à quelle fréquence et quel produit on va vraiment compter. Euh, mais il y a quoi d'autre qu'il faut s'attendre dans le monde de l'inventaire comme apport technologique pour faire la vie plus facile, comme tu l'as mentionné? Alors, l'idéal, on sait tous, c'est que c'est pour justement la solution d'inventaire tournant. Alors, ce n'est pas le cas sur tous les typologies de produits, mais notamment dans le retail, le prêt-à-porter, ce qu'il y a de mieux, et on le sait tous, c'est la RFID. Mm. C'est la RFID parce qu'il n'y a que la RFID qui va te permettre de faire des comptages que tu aurais fait, par exemple, manuellement avec ton scanner avant la RFID, où tu aurais mis une demi-heure pour faire certains comptages. Là, tu vas mettre 2 minutes. 2 minutes. Donc là, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus la contrainte de temps. Et ce qu'il ne faut pas oublier, une chose primordiale, que ce soit partout, hein, dans le travail, dans la vie, c'est qu'on court toujours après le temps. On court toujours après le temps. Donc là, l'avantage, c'est que justement, la RFID t'enlève justement cette contrainte de temps. Donc, tout le temps où initialement, qui était préposé pour cette gestion, par exemple, des inventaires tournants, à partir du moment où tu déploies la RFID, Mm. bah, tout ce temps-là, tu vas pouvoir le consacrer pour autre chose. Ouais. Donc, en plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tu sais, sur le terrain, on dit toujours, les vendeurs, leur priorité, c'est s'occuper du client. C'est s'occuper du client, c'est la priorité. D'accord? Donc, c'est pour ça que, comme je te parlais d'adhésion naturelle tout à l'heure, de temps en temps, vis-à-vis des gens du terrain, quand il y a des process qui sont mis en place par les gens du siège, c'est qu'en fait, quelquefois, ça n'a ni queue ni tête. Et comme pour eux, c'est une contrainte de temps, et qu'ils n'y voient pas en plus pas forcément un intérêt majeur, ils adhèrent pas. Tu comprends? D'où l'importance et la nécessité quand tu déploies quelque chose, un process, n'importe quel process, pour des équipes sur le terrain, il faut que ça soit le plus simple possible, le plus intuitif et surtout que ça soit le plus efficace. Parce que le but, c'est juste d'optimiser en fait la ressource humaine, hein. Ça reste là, hein. Ouais. Sachant Ouais. que la ressource humaine, c'est ce qui va te coûter le plus cher. D'où l'importance de pouvoir optimiser cette ressource. Donc là, l'avantage, c'est qu'avec justement la RFID ou les nouvelles technologies, bah, ça va aider. Pareil, c'est-à-dire que là, on a parlé des RFID parce que ça, c'est le nec plus ultra pour faire des inventaires. Maintenant, tout le monde ne passera pas à la RFID, sachant que la RFID, ça a quand même un coût. Et notamment, on sait que dans la GMS, même s'ils s'y intéressent de plus en plus, parce qu'il y a des secteurs qui les intéressent, en revanche, tu peux être certain que sur une boîte de conserve, tu n'auras jamais de RFID. Ça, c'est une évidence, le coût est beaucoup trop cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en dehors de la RFID, si déjà tu mets à disposition des outils et des logiciels intuitifs pour réaliser des inventaires, sans parler de la RFID, hein, des inventaires avec scan, etc. Ne serait-ce que ça, si en fait tu arrives à mettre et à déployer ce genre d'outils, forcément, la contrainte de temps aussi, elle va être réduite. Et on en revient de toute manière sur le nerf de la guerre. Plus tu réduis du temps pour des tâches un peu chronophages et qui ne sont pas en priorité sur la fiche de poste en fait, de la personne, notamment on en revient toujours sur les vendeurs, le vendeur, la priorité, c'est le client. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, on parle de la gestion des stocks, on parle des inventaires, etc. Mais à la base, la finalité de tout ça, que ce soit dans le commerce, ok, du chiffre d'affaires, etc., c'est le client. Et encore plus maintenant avec l'omnicanal. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est uniquement
on est uniquement là pour satisfaire l'expérience client. Et comme je t'ai dit, l'expérience client avec plein de facteurs a énormément évolué ces dernières années. Et maintenant, on est arrivé, alors pas un point de rupture, mais on est arrivé à un point où, de manière générale, le client ne peut plus attendre. Pareil, on en revient sur la même chose. Le temps. Le temps, Oui. tu connais l'adage, le temps, c'est de l'argent. Tu vois? Eh Ah ouais. bien, il y a un petit peu, c'est un petit peu ça finalement, tu vois, où on fait le lien. Donc, moi je dis toujours, l'origine de tout, c'est quoi? C'est ton client. C'est ton client. Surtout que maintenant, si tu perds un client, c'est pas un client et 10 de retrouver, c'est un client de perdu, 10 de perdu, voire 20. Et en plus, ça va très très vite. Comme tu sais, je dis toujours, les entreprises, tu sais, qui ont une bonne image, ou même les marques qui ont une très bonne image, etc., ben, elles mettent du temps pour arriver à avoir une bonne image. En revanche, la facilité et la vitesse pour avoir une mauvaise image, ça n'a rien à voir. Tu vois. Donc on en revient toujours, moi je dis toujours, le facteur primordial là-dedans, dans notre société, c'est quoi? C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps qui régit tout, en fait. Mm. Donc si tu arrives justement à solutionner cette problématique de temps auprès de ton client, auprès de tes équipes, auprès de tout, bah forcément, tu es gagnant sur tous les points. Si j'ai bien compris, en fait, l'intelligence artificielle va donner un élan justement pour que les gens ils puissent jouir plus de la vie de tous les jours. Donc, tu as expliqué, donc, pour choisir où est-ce qu'on doit faire l'inventaire, ça c'est une chose. Tu l'avais mentionné aussi par rapport au type d'information, qu'au lieu de, tu sais, un gérant de magasin qui se tape 20 feuilles Excel pour retrouver quel est le truc qui lui manque, bah, c'est du temps perdu, quoi. Alors que Hum, l'intelligence hum. artificielle, elle peut te amener le problème devant toi, comme ça tu perds pas du Et- temps, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Ben, en fait, tu vois, on en revient sur, tu sais, c'est les tendances en fait à venir. Parce que tu sais, tu as différentes tendances à venir en matière de gestion des stocks, si tu veux. Donc, tu en as Mm. plusieurs. OK? Moi, je dis toujours, en fait, l'optimisation en fait, de la visibilité des stocks, ça constitue un enjeu majeur à l'heure actuelle. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir en temps réel une vision en fait, de l'ensemble des stocks Ouais. afin d'éviter tes ruptures. Et Mm. surtout, c'est pour intégrer une gestion omnicanal par rapport à ça. Parce qu'on sait tous qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas faire contre l'omnicanal, même si toutes les entreprises ne sont pas encore sur l'omnicanal, mais on voit que ça se déploie de plus en plus. D'accord? Donc, première chose sur les tendances à venir, comme je te l'ai dit, les logiciels SaaS. D'accord? Mm. Les logiciels SaaS se positionnent, on va dire, dorénavant comme des alliés indispensables en fait dans cette ère numérique à l'heure actuelle. Et c'est une alternative totale à Excel. Parce que le problème d'Excel, comme ce que tu disais, moi je suis désolé, mais c'est imbuvable. Quand tu as des fichiers, des lignes et des lignes et des lignes, c'est imbuvable. Et je veux dire, tu perds même si, alors ok, les fichiers Excel, on peut faire plein de fois, il y a plein de fonctionnalités, mais pour moi, on perd énormément de temps. Tandis que si tu cibles tes problématiques avec quelque chose qui est spécialisé, bah forcément, on en revient sur la même chose, tu gagnes du temps. Parce que, je le répète, un logiciel SaaS, c'est un logiciel qui est spécialisé. Oui. D'accord? Donc c'est vraiment, et moi je dis toujours, ça représente, parce qu'à l'heure actuelle, il y en a très peu qui l'utilisent, c'est un virage stratégique vers une gestion des stocks plus efficace, fiable et adaptée aux réalités du marché. Mm. Tu vois la nuance? Ouais. Donc ça, pour moi, ça c'est vraiment la grosse tendance à venir. OK? Donc, exactement comme tu l'as dit, tu as l'IA aussi, donc l'intelligence artificielle, qui est un catalyseur de l'optimisation. On est d'accord? Donc ça redéfinit la manière dont les responsables des achats, on va dire, gèrent leurs opérations. Donc, c'est quelque chose qui est très utile. D'accord? Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, des logiciels comme SlimStock ou ce genre de choses, ben, en fait, ça cartonne parce qu'en plus, ça fonctionne avec des énormes groupes et puis pas n'importe lesquels, des Sephora, etc. Et moi, je dis toujours, si eux les utilisent, Ouais. c'est pas pour rien. Je veux dire, Mm. un Bernard Arnault qui est l'homme le plus riche du monde, de toi à moi, pourquoi il l'utilise pour son Sephora? Je pense qu'il y a une utilité, enfin, je veux dire, c'est bien précis. Tu vois. Mm. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais après, dans les tendances à venir, parce que c'est là, on parle uniquement de tendances technologiques, mais tu n'as pas que des tendances technologiques. Tu as des tendances tout court. Tu peux aussi avoir on va dire une des tendances à venir dans le futur, ça va être quoi? Ça va être l'agilité, la flexibilité. Ouais. D'accord? Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant,
tout est cadré, c'est-à-dire, ah ben non, on ne peut pas bouger, on n'a pas de vision, il faut friser les stocks. Enfin, tu vois, là, à l'heure actuelle, si tu n'es pas agile et si tu n'es pas flexible, ça va devenir très compliqué. Et ce sera simple, hein, ça va être des piliers essentiels de la gestion de l'approvisionnement. Mm. OK? Donc, forcément, une autre tendance, la durabilité. La durabilité, c'est quelque chose qui est super important. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, c'est même pas une tendance, c'est plus une exigence incontournable à l'heure actuelle. On est d'accord? Le côté Mm. durabilité, le côté RSE, etc. On est d'accord? Et il te faut une chaîne d'approvisionnement collaborative, d'accord? Pour favoriser vraiment la transparence et le partage d'infos. Parce que ça, c'est quelque chose qui est primordial. En fait, on se rend compte, quand on discute avec beaucoup de structures, donc tu as les gens terrain, tu as les gens du retail, tu as les gens du contrôle de gestion, tu as des gens de la supply chain. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on se rend compte que la gestion des stocks, ça englobe tout ça. Ça englobe même les achats, ça englobe tout, l'expérience client. Mais ce qui est fou, c'est qu'on se rend compte, pareil, un peu caricatural, mais c'est un fait, que sur ce genre de structure, chacun est dans son précaré. Mm. Il n'y a pas assez d'échanges, en fait. Alors que tout est imbriqué. Parce que la gestion des stocks, c'est quelque chose de très généraliste. C'est pas juste un sujet qui doit intervenir à un moment, tu vois. C'est quelque chose qui reflète surtout. La gestion des stocks, c'est la base. D'où l'importance, et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment avoir une chaîne d'approvisionnement collaborative pour favoriser vraiment le partage d'infos. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est pas du tout ça. D'accord? Mm. Et enfin, un point qui est super important, la personnalisation. À l'ère On est indirectement à l'ère de la demande individualisée aujourd'hui. On ne veut pas être, on veut être différent. C'est-à-dire que si on est client, on souhaite vraiment que le service qui est apporté ou ce genre ou les tendances mettent en avant justement nos différences et que on ne va pas s'occuper de la même manière de tous les clients. Tu comprends? Maintenant, il y a un côté, il faut individualiser. Donc c'est ça aussi qui est pertinent, c'est que si tu arrives avec une offre de services ou de biens ou de produits ou quoi que ce soit, mais qui te permettent vraiment de personnaliser l'offre par rapport aux besoins de ton client, bah forcément, on sait que ça, c'est le futur. Avant, il y avait des choses qui étaient un peu plus génériques. Maintenant, à l'heure actuelle, on veut de la personnalisation. Mm. Et le problème, justement, c'est que sur les très grosses entreprises, elles manquent d'agilité. Et donc, si tu manques d'agilité, tu ne peux pas personnaliser. Tu vois, regarde, je vais te donner un exemple un petit peu, alors après, que tout le monde connaît, mais sur l'exemple des inventaires. L'externalisation des inventaires, donc je pense que je t'avais expliqué au podcast précédent, on est sur un marché qui est très concentré en fait en France. Je vais prendre juste l'exemple de la France. C'est-à-dire que tu as plein de prestataires qui existent, qui sont spécialisés dans l'externalisation des inventaires, sauf que tu en as très peu qui sont en capacité d'englober une grosse volumétrie d'inventaire dans un temps donné. Or, les gros retailers, etc., eux, de manière générale, quand ils ont leur campagne d'inventaire, il ne faut pas qu'elle s'échelonne sur 12 mois. Ça va être une campagne d'inventaire sur un mois, voire 2 mois. Donc, dans un sens, ils n'ont plus le choix que de passer par ces prestataires, parce qu'il y en a très peu qui peuvent justement leur proposer ce genre de service. Mais à la différence, qu'est-ce qui se passe? C'est que justement, à l'ère de l'individualisation, enfin de la personnalisation, bah, en fait, souvent, il y en a qui sont un peu frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils disent, bah non, nous, en fait, on est un client comme les autres. De toute manière, c'est eux qui imposent leurs desiderata, et nous, on n'a pas le choix. Alors que, dans un sens, c'est une hérésie, parce que c'est eux les prestataires. Et nous, on est les Exact. clients. Mais c'est aux clients de s'adapter à l'heure actuelle aux prestataires. Donc, c'est pour ça que là-dessus, alors là, je vais un peu prêcher pour ma paroisse et pour Altavant, mais l'avantage d'Altavant, c'est que nous, on a justement cette approche qui est totalement d'actualité par rapport aux enjeux. C'est que nous, on va personnaliser notre approche. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas juste de proposer nos produits ou nos services, de dire wow, wow, coucou, nous on est différents. Non, nous on n'a aucun intérêt parce qu'on sait que ce qu'on propose, c'est différent, déjà. Mm. Nous, ce qui va nous intéresser avant tout, c'est de comprendre comment les gens fonctionnent à l'heure actuelle, quel est leur écosystème, et surtout comprendre comment eux, ils vont se projeter, tôt ou tard, par rapport aux enjeux qui sont liés à la gestion des stocks. Parce que les enjeux de la gestion des stocks, ils sont là, sur le marché. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui les inventons. C'est-à-dire que nous, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, ces enjeux-là existent. Donc, en fait, les gens n'ont pas le choix que d'y prêter attention et tôt ou tard de les prendre en compte. Donc c'est là où nous, en fait, on a une approche qui est vraiment différenciante. C'est-à-dire que je dis toujours, on n'est pas des marchands de tapis, quoi. On n'est pas là, oui, acheter notre produit. Non, non, pas du tout. Nous, on est vraiment des consultants avant tout. Et c'est pour ça que je pèse toujours mes mots, parce que le côté prestataire, même si on propose des prestations de services, pour moi, on n'est pas vraiment des prestataires, on est plus des consultants qui proposons des services. Mm. D'accord? Donc voilà. Donc c'est là déjà, je t'ai donné en fait un ensemble de tendances qui sont vraiment liées
à la gestion des stocks à l'heure actuelle. Donc, tu as vraiment les deux. Mais souvent, quand on parle de tendance, souvent, on a tendance à s'arrêter uniquement en fait, au niveau de technologie. Mais non, il y a des moods. Toi, il y a des airs en fait, qui arrivent à certains moments où, comme je t'ai dit, là, l'air est à l'agilité et la flexibilité. L'air est à la personnalisation de l'offre. Tu vois? C'est-à-dire qu'avant, il y a 15 ans en arrière, on n'était pas du tout là-dedans. Là-dedans, il fallait rentrer dans le moule, il fallait surtout pas se différencier, il fallait faire exactement comme les autres. Mais sauf que maintenant, à l'heure actuelle, tu ne peux plus. Ouais. Tu ne peux plus. Benjamin, on arrive à la fin de cet épisode que j'ai Ouais. trouvé super intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Alors Et après, puis, attends, mais, voilà. je te coupe, Ivan, mais enfin, je veux dire, des tendances, tu en as plein, hein. T'as le blockchain, tu as le dernier kilomètre, enfin, tu sais, tu en as plein, mais je ne peux pas toutes te les dire, hein. C'est pour ça que je te disais ça. Non, mais je crois que c'est déjà assez. Mais bon, bah, la question c'est, imaginons qu'il y a un chef d'entreprise qui est intéressé à te contacter. Il se dit, mais c'est qui ce Benjamin le riche? Comment je peux le contacter? Alors, comment on peut te contacter, Benjamin? Alors, déjà, on peut me contacter sur le site Altavant, altavant.com, où en fait, on aura directement mes coordonnées. Altavantconsulting.com. Altavantconsulting.com, oui, exactement. Sur LinkedIn, parce que c'est vrai qu'on essaye de mettre un maximum de posts Hmm. là-dessus pour que diffuser, et surtout pour montrer qu'on existe. C'est-à-dire que, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'est pas là. Nous, on va dire la volonté d'Altavant, c'est pas d'arriver de faire un copier-coller avec ce qui existe sur le marché. Parce que sinon, en fait, on ne serait pas venu. Et justement, ce qui nous intéresse, et c'est la raison pour laquelle on arrive vraiment pour se déployer sur d'abord la France, ensuite l'Europe, c'est avant tout pour justement apporter de une notre expertise, mais surtout donner des services pour rendre la vie beaucoup plus facile aux retailers et aux distributeurs. Ouais. D'accord? Parce que si on essaye vraiment d'être le plus factuel possible, de toi à moi, il n'y a pas de il y a pas de recette miracle en fait pour la gestion des stocks. Il n'y a pas de recette miracle. C'est uniquement des méthodes qui vont être plus ou moins adaptées que d'autres en fonction du type d'entreprise. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, on sait que l'externalisation sur certaines choses va se réduire, notamment sur la gestion des inventaires, mais on sait que ça existera toujours parce qu'il y a des entreprises qui ont des problématiques qui, eux, n'ont pas de choix que de passer par l'externalisation. D'autres, à l'inverse, n'ont pas le choix ou n'ont aucune velléité de passer sur l'externalisation, donc vont rester en interne. Mais on sait que dans le retail, il y a quand même de plus en plus de choses où petit à petit, ils reprennent la main en interne. Donc on sait que c'est l'internalisation qui va vraiment être l'élément différenciant dans le futur. Mais donc c'est pour ça que là-dessus, on le répète, pour qu'il y ait une gestion interne, il faut que la gestion soit optimale. Donc, je le répète, hein, juste pour finir, il faut utiliser un logiciel qui est dédié à la gestion des stocks. Quand je dis un logiciel dédié, ce n'est pas n'importe quel logiciel. Parce qu'à l'heure actuelle, dans les ERP, il y a plein d'applicatifs au niveau des postes, tu sais, dans le retail, où en fait, Ouais. il y a beaucoup d'applicatifs qui existent, mais sauf qu'en fait, ils ne sont pas du tout pertinents. Donc c'est pour ça, si vous n'utilisez pas un bon logiciel, ça va être très compliqué. Il faut mettre en place un process de réapprovisionnement automatique pour éviter forcément les pénuries et les surstocks. D'accord? Troisièmement, tu dois définir des niveaux de stock, mini-maxi. Tu dois établir ensuite une politique de rotation des stocks, bien entendu. D'accord? Forcément, nouer une relation de confiance avec tes fournisseurs pour garantir les délais. On en revient toujours sur l'histoire de temps. Et enfin, analyser les données de gestion des stocks pour identifier les leviers d'optimisation. Donc c'est pour ça que là, je t'ai juste donné un condensé très simple. Comment faire pour avoir une gestion optimale en interne? Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se donner les moyens de ses ambitions pour avoir une gestion en interne. Mais au moins, l'avantage, c'est que les gens qui vont vraiment partir là-dessus, ils auront toujours un train d'avance. Ouais. C'est ça l'avantage, Hmm. automatiquement. Donc, tu sais, pour rappel, la gestion des stocks, c'est vraiment un enjeu qui pèse sur le BFR des entreprises. Enfin, non, mais moi, je dis toujours, c'est quelque chose qui est super important. Donc, sur la trésorerie. La trésorerie, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça que les gens, enfin, je veux dire, la gestion des stocks, c'est la base de tout. Parfait. Benjamin, c'était tout un plaisir de passer du temps avec toi, d'avoir une bonne discussion très ouverte sur les enjeux de l'inventaire. Et bah, je te dis à une prochaine alors. Bah, écoute, avec grand plaisir, mais après, c'est vrai que je pense que
À l'occasion, si on est amené à refaire d'autres podcasts, limite, je pense qu'il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses, il faudrait qu'on soit encore plus focus sur... Parce que finalement, quand on parle d'externalisation et d'internalisation, c'est tellement large, il y a tellement Ouais. d'exemples différents que je pense que limite, on faudrait faire un podcast spécial externalisation, un autre spécial internalisation, un autre spécial RFID. Tu vois, non, mais voilà, j'essaye tu vois, de pas, parce que je dis toujours, quand tu viens pas de la gestion des stocks, c'est pas évident, ce genre de choses. Mm. Donc, on essaye de vulgariser au maximum, mais c'est vrai que voilà, si les gens souhaitent davantage de détails, soit ils peuvent nous contacter, mais sinon, à l'avenir, on pourra éventuellement, pourquoi pas faire des podcasts un peu plus focus sur certains sujets. Absolument. Et pour l'instant, donc, je vais laisser tes coordonnées à ton LinkedIn profile de Benjamin Le Riche et puis le site de altavantconsulting.com. Merci Benjamin. Exactement. À bientôt. Merci à toi, Ivan. À très bientôt.